comme je disais juste avant, on avait la commande add user qui permet du coup sudo add user, on va mettre admin par exemple, ça va nous permettre de créer un utilisateur qui s'appelle admin. Ça, c'est la première commande. Par contre, vous avez vu que cette commande-là, quand on le fait, il nous pose plein de questions. À chaque fois, en demandant le mot de passe et tout. Sauf que des fois, ça ne nous intéresse pas forcément si par la suite on veut faire un script où ça va créer un utilisateur en fonction de différents paramètres, ou même toujours le même utilisateur, mais du coup, on ne veut pas qu'il nous pose les questions, qu'on veut d'être obligé d'appuyer 4 fois sur entrée pour passer les options, mettre le mot de passe. Il existe une autre commande qui s'appelle user add, tout simplement. Par contre, là, si vous mettez juste le nom, il va créer l'utilisateur, sauf que l'utilisateur va pas forcément être viable, hein, parce que du coup, si vous faites pas ça, il va pas avoir de répertoire home, et surtout, il va pas avoir d'interpréteur de commande. Donc ça fait que vous ne pourrez pas taper de commande avec cet utilisateur-là. Donc c'est pour ça qu'ici, il y a des petits éléments à rajouter en plus, notamment le "-m", puisqu'on a vu que c'était la commande qui permettait tout à l'heure de créer un répertoire home, et le "-s" /bin /bash. C'est bon, vous avez pu vous connecter du coup au Linux. Bon bah refaisons un et suis pendant ce temps-là, donc tu relances un. Toi c'est Brave, c'est bon. Ouais, le Ubuntu Live Server. Il est dans le NAS? Non, là le NAS il est plus là, mais t'étais pas là quand vous l'avez chargé. Ah non, t'étais malade, je crois. Bah télécharge-le directement sur Ubuntu, c'est l'Ubuntu Server comme version. Donc ensuite, il faut mettre au moins le bin bash pour le. Par contre, là, si on crée ça, en fait, il va créer juste l'utilisateur. Il va pas créer de groupe qui va être le nom de l'utilisateur. Donc par exemple, je vais mettre admin. Non, peu importe. Là, c'est la commande user add et tout, tu peux la lancer de n'importe où. Non, bin bash, en fait, on lui précise quel interpréteur de commande il doit utiliser. Parce que si on crée avec l'user add sans mettre de -s, on ne pourra pas taper de commande. On va pouvoir se loguer, mais on va pas pouvoir taper de commande parce qu'il ne sait pas avec quoi l'interpréter. On lui précise pas de shell. C'est ça. Et cette méthode-là est utilisée dans les scripts parce qu'il n'y a pas d'attente en fait. Dès qu'on lui rentre les informations, il continue. Il y a pas, alors que tout à l'heure, il fallait appuyer 4 fois sur entrée pour valider les trucs, et il fallait rentrer le mot de passe à la main, et il fallait faire yes à la fin pour valider. Donc ce qui n'est pas très pratique dans un script. Et ensuite, on met admin. Donc là, il me demande le mot de passe, normal, hein, puisqu'on est en sudo. Voilà. Et donc là, normalement, il l'a créé. Maintenant, si jamais vous l'avez montré, est-ce que vous savez dans quel répertoire, enfin dans quel fichier vous pouvez voir les groupes et les utilisateurs? Si vous l'a montré, je sais pas. Non. Hein? Pas tout à fait, justement. Donc, c'est pas grave, je vais vous le remontrer. Plusieurs façons d'afficher. Soit getEnt groupe, ce qui va permettre de voir les groupes.
Ah bah si, il a quand même créé un groupe admin finalement. Même si je ne l'ai pas précisé dans la commande, il a quand même créé par défaut, il a quand même créé le groupe. Get ent, je te la remets. Voilà. Donc ça, le fichier, c'est le fichier groupe. Et je vais vous donner aussi à quel endroit il se trouve exactement. Avec l'autre commande. L'autre commande, c'est cat etc/group. Ça, c'est l'autre façon d'accéder à ce fichier-là, de visualiser le contenu. Oui. En faisant getEnt ou en faisant le cat. Non, non. Ça, c'est là le fichier que tu veux aller, c'est getEnt group. C'est le fichier groupe que tu veux afficher. Ça, c'était la commande pour créer un nouvel utilisateur qui s'appelle admin. En lui disant qu'on crée un répertoire home avec le M. Pourquoi il descend tout seul? Et le S, c'est juste, on lui précise quel interpréteur de commande il doit utiliser. C'est par exemple, comme sous Windows, si tu lui disais de choisir entre, de lui préciser qu'il doit utiliser PowerShell au lieu d'utiliser CMD par exemple. Ah, est-ce que tu as bien mis le sudo devant l'user add? Parce que c'est une commande administrateur. Donc effectivement, si vous essayez de la lancer sans le sudo, il va vous jeter. Donc en général, si vous voyez, quand vous faites une commande permission refusée, ça veut dire que vous avez un problème de sudo. Ou alors que vous avez un problème de droit d'accès sur ce répertoire-là. C'est l'autre possibilité. Donc du coup, maintenant, normalement, si vous faites get ngroup ou cat/etc/group, vous allez voir la liste des groupes. Donc ça, c'était le premier fichier qui est à vous mettre en tête, parce que ça vous permet de savoir les groupes qui sont créés et qui est dedans. Parce que ici, vous voyez, par exemple, à côté d'admin, là où il y a les deux points, on voit rien. C'est parce que par défaut, il sait qu'il y a au moins l'utilisateur qui correspond au nom. Mais si je reviens plus haut au niveau du groupe sudo, on voit qu'il y a serveur et qu'il y a stan. Donc on voit les deux utilisateurs qui ont été ajoutés au groupe par la suite, au groupe sudo. Donc comme ça, ce fichier-là peut vous permettre de voir qui est dans quel groupe. Et l'autre fichier qui va avec, getEnt, passwd. Il y a des soucis par ici? Ah. Donc l'autre c'est getEnt passwd. Le getEnt, ouais, c'est bizarre qu'ils te mettent ça. C'est bien GETENT hein, que tu as marqué. Espace groupe. Ah, c'est bizarre qu'ils ne trouvent pas getEnt. Bah, fais-le avec 4 déjà pour voir. 4/etc/group. Le getEnt il marche pas non plus. Bizarre. Hein? Ouais. Le 4 c'est sûr c'est vraiment de base, mais c'est getEnt et ensuite le nom du fichier. getEnt. GETENT.
Ah, c'est super gros pour toi. Oui, oui, non, mais end, non, tout de suite. C'est peut-être moi qui dis Non, mal. non, non. C'est possible. C'est notre logique. Ouais, c'était. Mais sinon, c'est 4 et le chemin entier du fichier. Là, du coup, pour le coup, je ne sais pas exactement ce qu'elle signifie, celle-ci. Bah oui, il y a quand même pas mal de groupes système qui sont créés de base. Attends. D'accord, en fait, c'est get entries, c'est pour récupérer des entrées d'une base de données, en fait. Donc lui, il sait que le groupe, c'est plus ou moins apparenté, entre guillemets, à une base de données. Donc c'est pour ça qu'il va récupérer les éléments directement. Tout simplement, c'est get entries. Et donc du coup, si on met le get ent passwd, le 4 etc passwd, on a les utilisateurs avec leur UID en premier et le GID en deuxième. Donc là, on voit que pour l'instant, les numéros sont égaux, mais c'est pas toujours le cas. Si on prend par exemple USB MUX, son UID c'est 108, ce groupe c'est 46. Donc c'est pas forcément toujours équivalent. Après, en variation, vous pouvez aussi avoir le fichier qui revient à peu près au même, shadow. 4/etc/shadow. Mais lui, par contre, il faut le mettre en sudo. Vous allez voir pourquoi. C'est parce qu'en fait, quand vous mettez le fichier shadow, vous voyez effectivement les utilisateurs et tout. Oui. Dans le swap, on va mettre. Dans le. Non, t'as pas. Là, il te propose pas de questions pour le swap normalement si t'as pris l'Ubuntu serveur. Non, mais je l'ai refait du coup. Ouais. Les- Mais même normalement, il te pose pas la question. Tu laisses comme il est la configuration des disques. Donc là, en fait, pourquoi il demande à être en sudo pour celui-là, c'est qu'ici, vous voyez les $6, machin et tout. En fait, c'est le cryptage du mot de passe. Donc, si vous récupérez ça et que vous savez le format et tout, potentiellement, vous pouvez décrypter le mot de passe. Je n'ai pas dit que c'était forcément facile ou rapide, mais du coup, ça vous permet d'avoir potentiellement le mot de passe. Bon, après, je vous dirais que si vous avez déjà réussi à rentrer avec un utilisateur administrateur, ça sert pas à grand chose de s'embêter à décrypter la clé du mot de passe. Parce que là, donc du coup, on a créé un utilisateur, soit en manuel, soit entre guillemets automatique via la commande user mode. Mais sinon, maintenant, des fois, là par exemple, il disait qu'il avait oublié son mot de passe. Bon, si c'est que le seul administrateur, c'est plus embêtant. Même si en réalité, il y a une façon de le faire. Mais sinon, là maintenant, tout à l'heure, je vous disais que l'utilisateur root, par défaut, n'a pas de mot de passe. Quand on le fait avec Ubuntu Server. Parce que ça permet de protéger, parce qu'on ne peut pas se connecter si on n'a pas de mot de passe. Donc du coup, on ne peut pas accéder en tant que root s'il n'a pas de mot de passe. Maintenant, admettons que pour une autre, on a vraiment besoin de se connecter en route. Du coup, il va falloir lui attribuer un mot de passe. Donc là, pareil, une commande tout simple.
sudo passwd et le nom de l'utilisateur où on veut changer le mot de passe. Donc en l'occurrence, on va faire avec root, mais on pourrait faire avec admin, avec stan, enfin avec n'importe lequel. Là ici, il vous demande un nouveau mot de passe et de retaper le mot de passe. Monsieur? Ouais. Voir si c'est le bon serveur que j'ai pris. S'il y a marqué Ubuntu Live Server, non, ça devrait être bon. Ubuntu Server, ouais, c'est ça. C'est sûr. Et donc du coup, là maintenant, si on veut se connecter en tant que root, on va pouvoir se connecter avec le mot de passe qu'on a utilisé. Donc là, je vais le faire, je vais faire SU root. En réalité, comme je veux aller sur root, je pourrais mettre juste SU. SU par défaut, il essaye d'accéder à l'utilisateur root. Donc là, je mets le password du root. Et donc là, maintenant, on voit que je suis bien connecté en tant que root parce que déjà, il y a marqué l'utilisateur en début de ligne. Et en plus, ici, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, quand on est en route, il y a un dièse à la place du dollar. Ouais. Dans home, quand t'es revenu, quand t'es ressorti du route, non? Ouais. Mhm. Ouais. Ouais, peut-être parce qu'il lui avait pas attribué de répertoire par défaut. Ouais, parce que moi, là, il est resté au bon endroit. Bon, des fois, bizarre. Non, ou il aurait dû se mettre dans slash route, mais bon. Voilà. Et après, si on veut revenir à l'utilisateur où on était avant, on fait tout simplement exit. Et du coup, on revient au dernier utilisateur et t'as remis dans slash là. Parce que du coup, comme tu étais dans slash, parce que par défaut, je sais pas pourquoi, ça devait être noté qu'il est la première fois que tu te connectais aux routes, il allait dans ton répertoire de celui-là. Je sais pas, il devait avoir un fichier quelque part qui avait deux configs de base. Pourquoi il est pas pourquoi il est différent entre les deux, je sais pas exactement, mais voilà. Et donc là, si vous souhaitez du coup utiliser celui que vous avez créé qui porte votre prénom, vous faites SU et le nom du login que vous voulez. Et du coup, bah, vous mettez le mot de passe qui va avec. Donc SU, c'est Switch User. Et si on met rien, c'est pour passer en tant que root. Il te remet dans slash. Ouais, parce que ça a dû être configuré dans le fichier pour dire que quand tu te connectes en route, enfin, quand tu te connectes à un nouvel utilisateur. Ouais. Ah, essaye de faire cd espace point point. Entrée. Ouais, et fais ls. Est-ce que tu as un répertoire Ouais. Ouais, bah, je sais pas pourquoi du coup il l'a pas logué automatiquement. Ouais, il doit y avoir un fichier qui
qu'il a noté quelque part, qui le force à aller là à la connexion. Ouais, non, moi je, c'est là pour le coup, je pourrais pas t'expliquer. Parce que par défaut, ça se met en quête. Normalement, par défaut, quand tu te connectes, il se met dans le répertoire Home de l'utilisateur sur lequel tu te connectes. Donc là, si tu te connectes, que tu avais créé un utilisateur Maxime en deuxième, quand tu te connectes dessus, le SU, logiquement, il doit se connecter dans /home/Maxime. Moi, chez moi, c'est pas le téléphone, on se connecte sur ça. Comme ça. Ouais. Non, mais Ah, il y a la- je sais pas pourquoi moi il a décidé de pas changer. Il reste dans le temps. À l'origine, tu l'as appelé serveur. Oui. Ouais. À l'origine, tu l'as appelé serveur. Oui. Donc, Enfin bon. il va bien au endroit. Oui, c'est ça. Il vient au premier utilisateur créé, quoi. Mais ouais, c'est pas très logique à revoir si la prochaine installation ça le fait aussi. À voir. C'est peut-être juste passager, je sais pas. Euh, donc voilà, mais en tout cas, SU, c'est la commande pour switcher d'utilisateur. Donc là, on a vu pour switcher d'utilisateur, pour créer les utilisateurs, pour changer les groupes. Maintenant, ce qui va être intéressant par la suite, ça va être aussi de pouvoir créer des groupes. Parce que, comme dans Windows, des fois, on crée des groupes pour pouvoir mettre plusieurs personnes à l'intérieur pour qu'ils aient les accès à certains répertoires et tout, avec certaines conditions d'utilisation. Donc là, ça va être pareil. Donc là, pareil, sudo. Add group. Et je vais l'appeler test. Et donc tout simplement, bah là, il a créé un groupe qui s'appelle test. Mais pour l'instant, du coup, il ne va pas y avoir d'utilisateur dedans. Il va falloir utiliser la commande de tout à l'heure avec le usermod-ag pour mettre des utilisateurs à l'intérieur. Donc là, usermod-ag test du coup. Après, si des fois vous avez décidé de créer un nom de groupe qui était long ou quoi, et que vous n'avez pas envie de le retaper, vous pouvez directement utiliser le GID à la place du nom. Je me demandais est-ce qu'on peut se loguer. Normalement, avec le user ID, si tu fais un switch ASU avec le UID, normalement, il devrait le trouver. Parce que bon, c'est vrai que j'ai toujours utilisé des trucs assez courts, donc je les tape, mais si effectivement tu as créé un utilisateur, bon, là du coup il est pas là, mais qui est du nom de famille de Batuman, qui est Gangan, voilà, nom bien indien, c'est plus rapide de taper le ID ou le GID comme on avait tapé le pourcentage username, pourcentage sous Windows pour récupérer la bonne valeur. Ça évite des fautes de frappe. Et ensuite, bah pareil là, si je veux mettre l'utilisateur 1001, et bah du coup je mets. Par contre, je sais plus si je mets. Ah oui, donc en fait, Ça remplace les noms. vous avez 1003 parce que. 1003 parce qu'il a créé le groupe test, il a le GID 1003. Ah, bah, moi j'ai un 1002. Oui, après ça dépend du nombre d'utilisateurs que tu as déjà créé et tout. Moi, comme j'avais déjà créé un autre utilisateur qui était en 1002, du coup, je sais plus s'il le prend en masse ou pas. C'est-à-dire que le 1001, c'est par rapport à l'utilisateur. C'est ça. La deuxième partie, c'est l'utilisateur. Mais non, là, ils vont. Ah, user 1001. Ah non, pardon.
Alors, attends, pourquoi il n'a pas voulu donc le groupe, il l'a reconnu. Non. Non, du coup, pour le nom d'utilisateur, il veut pas il veut vraiment le login, il veut pas il veut pas. Donc, on va réessayer 1001. Non, pas 1001, pardon. Stade. Voilà. Donc, pour le GID, il le prend. Par contre, le UID, il le prend pas. Faut vraiment pour le coup, là, le nom de login. Parce que sinon, pour lui, il risque de se mélanger avec le fait qu'on veuille donner un nouvel ID à l'utilisateur. Et là, bah, je le fais pour les différents. Là, j'avais 3 utilisateurs, donc j'ai mis les 3 utilisateurs dans le groupe test. Oui. Ouais. Tiret AG. Après, tu as mis le nom du groupe que tu voulais vers lequel tu voulais envoyer. 1003, c'est parce que toi, le 1003 existe peut-être pas. Moi, j'ai mis 1003 pour montrer qu'on pouvait utiliser le. Mais quand tu as créé le groupe test, il t'avait mis quel numéro de GID? 1003. Ouais. Et ensuite, le nom de l'utilisateur que tu veux utiliser. Ouais. Attends, j'arrive. Oui, voilà. Là, tu as mis 1003. Ensuite, tu fais espace. Et Ryan. Là, tu n'as pas tapé quel utilisateur tu veux rajouter. Là, tu avais juste dit que tu voulais mettre quelque chose dans le groupe, mais tu n'avais pas précisé qu'est-ce que tu voulais mettre dans le groupe. C'est pour ça qu'il ne savait pas trop ce qu'il devait faire. Et après, bah, tu le répètes pour les différents. Oui, c'est qui t'est répondu. Oui. Alors, celle de base, c'est add user. Oui, coller, par contre, il faut être en sudo. Non, là, tu n'as pas mis sudo. Sinon, ça marchera. Et donc là, c'est add user et tu mets le nom de l'utilisateur que tu veux créer directement. Oui. Et après, les autres indications, c'est pas nécessaire de les remplir. Après le mot de passe. Donc voilà, au moins déjà pour le groupe, là, si vous n'avez pas envie de retaper le groupe et que vous connaissez son GID, vous pouvez du coup le mettre. Maintenant, bah, on va revérifier notre fichier groupe. Et normalement, si vous avez repéré votre groupe test, qui est tout à la fin, vous devez voir 2 ou 3 noms à côté qui sont les différents utilisateurs que vous avez rajoutés au groupe. Donc là, on voit bien Stan, serveur et admin. Et si on compare avec le fichier passwd, qui permet de voir les utilisateurs, on voit que on n'a pas d'utilisateur qui s'appelle test, parce qu'on a vraiment créé juste un groupe tout à l'heure avec la commande add group. Donc c'est pour ça que les deux fichiers ne sont pas forcément identiques, parce que si on crée des groupes différents des utilisateurs,
ou qu'on décide de pas créer de groupe pour les utilisateurs, parce que tout à l'heure on l'a créé, mais avec la commande user add, on peut lui donner une option de lui dire de ne pas créer de groupe ou de créer l'utilisateur directement dans un groupe spécifique. Oui, donc c'est pour ça qu'il n'a pas créé d'utilisateur test. Si on avait d'abord fait l'utilisateur test, là il aurait créé aussi l'utilisateur test. Mais ce que je veux dire, c'est qu'avec la commande user add, qui est la commande, on va dire, entre guillemets, plus avancée, plus flexible, on peut lui dire, quand on crée l'utilisateur, qu'on va le créer dans le groupe 1003, qui va être le groupe test. C'est-à-dire qu'on ne va pas créer de groupe pour au nom de cet utilisateur-là, il va aller directement dans le bon groupe. Comme dans Windows, où on met après les utilisateurs, on les met dans les groupes qui vont bien. Là, du coup, avec la commande user add, on peut les créer directement dans un groupe spécifique. Ce qui évite de créer des lignes supplémentaires de groupes qui vont pas forcément servir à grand chose. Si c'est pas le besoin. Donc là, du coup, avec le user mode, on va dire que le groupe admin, on veut pas le mettre à 1002, on va le mettre à 5000, son UID. Du coup, on va le changer. Donc sudo user mode. Normalement, de ce que j'avais vu tout à l'heure, c'était -g. Donc on va passer du 1002 à 5000. Là, on va passer du coup le GID 1002, on le passe à 5000. Non, c'est le contraire. Pardon. Hein? Parce que justement, comme je disais tout à l'heure, si tu veux que les utilisateurs, les vendeurs, ça soit tu peux les mettre dans la série 2000. Les employés en lambda, tu vas les mettre à 3000. La direction, tu vas les mettre dans les 1000. Ça peut permettre de réorganiser, comme ça tu sais tout de suite que si ton GID c'est temps, tu sais que c'est tel service par exemple. Pour les VLAN non, parce que là c'est vraiment au niveau de la machine. Hein. Mais à la limite, tu peux les faire et tout. Mais bon, comme là c'est au niveau de la machine, ça va pas avoir forcément d'intérêt avec les VLAN. Oui, parce qu'au moins tu sais que voilà, si c'est à 2000, tu sais qu'il a tel droit, logiquement, qu'il est censé être dans tel répertoire. Je pense que je me suis. Ah non, je suis bête. Pardon. Je me suis trompé. C'était le UID que je voulais changer, pas le GID. Ah mais. Ouais, je vais rebaisser un petit peu parce que là il est toujours en train de bouger. UID donc. Donc non, il veut vraiment l'utilisateur. Donc 1002, j'ai dit que c'était admin. Voilà. Donc 5000, c'est le nouveau, le -U pour changer l'UID. 5000, c'est le nouveau numéro d'ID. Et ensuite l'utilisateur sur lequel on veut changer. Donc normalement, si on vérifie maintenant, voilà, on voit que l'admin maintenant a bien 5000 comme UID. Donc ça fait que ça. Mais bon, après, c'est pas une obligation de le faire, mais des fois, si on veut gérer par tranche et tout,
pour mieux repérer qui est censé être où, on peut dans ce cas-là forcer le GID. Oui, le UID, pardon. Ça met quoi? Ça met dans un mode groupe 5000 Parce que du coup, est-ce que tu as bien mis celle-ci? Parce que là, du coup, c'est moi qui avais fait quelques petites erreurs. La bonne commande, c'est celle-ci. Non, en fait, si tu utilises le numéro de UID à la fin, il le reconnaît pas proprement. Du coup, c'est pour ça que ça pose un problème. C'est moi qui ai patiné un petit peu avec ça. Et donc là, si on regarde, on voit bien qu'on est bien à 5000 pour le GID le UID de l'utilisateur. Bon, après, c'est pas forcément le plus nécessaire, mais c'est bon à savoir que ça existe. Non, 5000 pour le nouveau UID que tu veux utiliser. Non, en fait, du coup, non, 1002, il le reconnaît pas, en fait. Il veut pas le reconnaître, l'utilisateur qui est en 1002, il cherche vraiment le nom, là. Donc, c'est pour ça que la bonne, c'est celle-ci, là, que je surligne. Donc, là, le -U5000 pour le nouvelle référence. Et ensuite, l'utilisateur que tu veux changer, pour lequel tu veux appliquer le changement. Non, du coup, j'ai essayé de voir, mais non, il voulait pas le reconnaître. Hein, du coup. Hein? Attends. Qu'est-ce que tu... Non. La base, c'est le -U, le nouveau ID à utiliser, et le login de celui que tu veux changer. Mais bon, de toute façon, on en reparlera par la suite, au moins dans les révisions à la fin, parce que celle-là, il me semble qu'elle est déjà sortie en question de pratique. Changer l'ID ou le groupe ID soit d'un utilisateur ou soit d'un groupe. Bon, après, pour le niveau du groupe, c'est la même chose, quoi. Ça va pas être, ça va être groupe mode. Donc après, si on se souvient de la commande d'aide, on arrive à retrouver facilement, même si c'est au moment de l'examen, ça peut se retrouver assez facilement. Donc là, après, bah, c'était le getEnt passwd pour vérifier que ton numéro avait bien changé ici. Pour changer le UID, c'est celle-ci. Là. Ouais. Bah, justement, ça, c'est le nom que tu mets à la fin, c'est le nom de ton utilisateur. Si t'as mis Max, t'avais mis quoi à la place après le 5000? Oui, mais l'utilisateur admin, tu l'avais bien créé, ou pas? Oui. Bah, donc du coup, si tu regardes ton fichier getEnt passwd, normalement, ton admin, qui était à 1002 avant, ou 1003, doit être à 5000. C'est là qu'on le voit. Donc voilà, ça c'est déjà les bases au niveau des bases d'utilisateurs, de pouvoir les changer de groupe et tout, comme dans Windows. Donc une fois qu'on a ces quelques commandes-là en tête et tout, bah, on peut facilement manipuler dans un sens ou dans l'autre les groupes, les utilisateurs et tout, pour ensuite effectivement donner des droits d'accès à des fichiers et à des répertoires. C'est ce qu'on avait fait sous Windows, avec le Windows Server, où on avait donné des droits d'accès à certains répertoires en fonction de certains utilisateurs, avec lecture seule, pas lecture seule. UID, c'est ça. Le GID du groupe primaire.
c'est-à-dire le groupe principal qui l'utilise. C'est pas forcément le seul groupe où il est, puisqu'on a vu qu'on l'avait mis aussi dans le groupe test, mais c'est son GID de base. Donc voilà. Alors maintenant je vais revenir à je vais mettre la chouille dans stade. Donc c'est bon, du coup vous avez pu l'installer. Ok. Donc du coup, là je suis revenu dans mon répertoire. Ce que vous pouvez, une petite commande des fois si vous êtes un peu perdu dans vos endroits, c'est la commande PWD. Pour savoir où vous êtes. Normalement vous l'avez en partie, mais par exemple si vous êtes sur votre répertoire Home, vous n'avez pas le chemin entier. Vous avez le tile à la place. Mais bon, c'est des fois si jamais vous êtes un peu perdu là-dessus. Donc après, ce qui vous avez parlé de la commande du coup un peu ls et quelques variations de la commande ls. Hein? Ouais. Donc ls, c'est la commande de base, ça veut dire list. Le L de liste et le S de liste, tout simplement. La commande entière, ça veut dire ça. Mais c'est pour faire plus court. Donc si on fait ça, il va afficher le contenu les fichiers qui sont dans ce répertoire-là. Donc là, on voit que ici, il a rien mis. Mais en réalité, c'est pas vraiment vide. Après, si on fait ls-l, on va voir que il nous affiche total 0. Parce qu'effectivement, il n'a rien vu. Mais il y a quand même des choses, parce qu'il y a des choses qui sont cachées. Comme dans Windows, des fois il y a des répertoires qui sont cachés. Là, c'est pareil. Donc, si on veut voir ça, c'est ls-al. Ou LA, peu importe. Mais il faut le A. Et là, vous voyez que vous avez plusieurs éléments qui apparaissent. Le point et le 2 points qui sont pour retourner en arrière ou le répertoire présent. Ces deux points-là. Là. Et ensuite, les autres fichiers. Et en fait, vous voyez que tous ceux qui sont masqués, c'est ceux qui commencent par un point. S'il faut remonter un peu le texte, faut pas hésiter à me dire. Et donc du coup, la commande ls-al vous permet vraiment de voir tous les fichiers qui sont contenus dans un répertoire. Maintenant, je vais aller dans un répertoire où il y a plus de choses déjà. Donc je vais aller dans... non, je ne vais même pas me déplacer. Je vais faire ls/. Slash, ça veut dire c'est la racine. C'est comme si vous faisiez un dire ces 2 points. C'est l'équivalent. Donc ls/. Vous voyez que là, il vous montre les différents répertoires et fichiers qui sont à l'intérieur du dossier slash. Donc si on met ls tout court, il vous met vraiment un listing comme ça, directement des différents éléments. Maintenant, je vais remettre le L. Le L, c'est plus ou moins un listing, du coup, avec plus de détails. Donc, on voit qu'on retrouve les mêmes choses.
Mais on retrouve beaucoup plus d'éléments et beaucoup plus d'informations dès qu'on met le L. Puisque on retrouve ici les droits. On va y revenir juste après. Celle-ci, j'ai un doute, mais elle n'est pas importante à notre niveau. ls-l/. Enfin, ls-l est le chemin que tu veux lister. Ou sinon, vous pouvez vous déplacer directement dans la racine et faire ls-l aussi. Mais là, c'était pour montrer qu'on pouvait lister un répertoire sans forcément avoir besoin de s'y déplacer. Ça servira plus tard. En attendant, ça sert à rien de faire chauffer la salle. Mais bon, ça servira bientôt. Hein? Ouais. Parce que là, ils se mettaient sur le côté de la table, s'éloignaient parce qu'ils n'en pouvaient plus. Pour ça, pour l'instant, je l'éteins. Bon, après, quand on s'en servira un peu plus, ça sera différent, mais on attend. Ah, donc, ici, vous avez une première colonne qui est le propriétaire du répertoire ou du fichier. Un propriétaire, il ne peut y en avoir qu'un seul, simultanément. La deuxième colonne, c'est la colonne du groupe utilisateur. C'est là, par contre, que vous allez pouvoir avoir plusieurs personnes à l'intérieur de ce groupe-là. Et en réalité, il y a une troisième colonne implicite, qui est tous ceux qui ne sont ni le propriétaire, ni contenus dans le groupe utilisateur. C'est-à-dire que là, tous ceux qui sont là, qui ne sont pas à l'intérieur de ces deux éléments-là, auront une troisième série de droits. Mais je vais y revenir juste après. Après, on voit la taille du fichier et la date de création du fichier. Et donc ça, oui, le tiret ls-l ou -al va vous permettre de bien voir comment sont déjà créés les groupes pour pouvoir ensuite les modifier ou vérifier si les modifications que vous avez demandées sont bien valides. Et donc là, on va revenir du coup maintenant à la première colonne. Vous voyez, ici vous avez un D, c'est pour dire que c'est un répertoire. Si ça commence par un L, ça veut dire que c'est un lien. C'est un raccourci vers un emplacement. Oui. Les dates, la date de création ou de dernière modification. Donc là, par exemple, le répertoire boot, il a été créé à 10h27 le 30 décembre. Donc c'est soit la date de création s'il n'y a pas eu de modification, soit sinon la dernière date de modification. Tout simplement. Après, par exemple, il y a des raccourcis là si on prend lib ici, on voit que ça a été créé le 22 avril 2024. Donc ça veut dire que c'est déjà de base quand il fait l'install qu'il le crée déjà à cette date-là. Parce qu'il n'y a pas eu de modification. Donc oui, si ça commence par un L, la première colonne, ça veut dire que c'est un raccourci. Et on le voit bien ici, le raccourci bin envoie
vers user bin. Donc le D, ça veut dire que c'est un répertoire. Et si on descend plus loin, ici, il y a un fichier qui commence par rien du tout. Qui, lui, du coup, ça veut dire que c'est directement un fichier. S'il y a un tiret sur à la place de la première lettre, ça veut dire que vous êtes sur un fichier directement. Et ici, il s'agit du fichier swap, qui fait bien 2 gigas, comme il nous l'avait annoncé automatiquement. Donc pour l'instant, c'est bon pour tout le monde sur ça. Donc maintenant, on va s'intéresser aux 9 caractères suivants. Parce que si vous regardez ici, vous avez RWX, une première série, une deuxième série de RWX et une troisième série de RWX. Et tout à l'heure, juste avant, je vous ai dit que quand on faisait le tiret ALS-L, vous aviez 3 colonnes. Le propriétaire, le groupe utilisateur et implicitement les autres qui ne sont pas les 2 premiers. Et en fait, du coup, le RWX va signifier les autorisations pour chacune de ces colonnes. Les 3 premières lettres vont correspondre au propriétaire. Les trois suivantes vont correspondre au groupe utilisateur. Et la dernière va correspondre aux implicites, c'est-à-dire ceux qui ne sont ni dans l'un ni dans l'autre. Ça va mieux vous parler quand on va modifier directement un fichier et à quoi correspondent aussi ces lettres. Là, pour ça, pour savoir les lettres, du coup, je vais vous montrer un fichier que je vais vous mettre après dans le drive. Bon, je crois qu'après, il était aussi là-dessus, mais bon, je vais vous montrer le mien. Mais normalement, là, ce que je suis en train de vous dire, il était aussi dans les fichiers qu'il vous avait donnés. Alors, doc et tuto, Linux. Déjà, je vous mettrai aussi je vais vous mettre après les cheatlists. Là, on les voit pas forcément bien. Mais du coup, là, on retrouve pour changer les permissions. C'est ce qu'on va voir. On retrouve pour lancer un terminal, pour supprimer des éléments. Ça, je vais vous mettre ça. C'est ce qu'on appelle des cheatlists avec des résumés de commandes. Il y en a une en français et 2 qui sont en anglais. Donc avec différentes commandes que vous pouvez utiliser et quelques exemples d'utilisation de ces commandes-là. Par exemple, on voit que la commande PS qu'on avait tout à l'heure pour avoir les UPID, et bah du coup on a pas mal d'éléments qu'on peut utiliser. Donc je vous mettrai ça de toute façon, comme ça si ça peut vous servir. Mais ce que je voulais, voilà, c'est celui-ci. Voilà. Là, vous avez un tableau qui va vous permettre de déterminer les différents droits en fonction par rapport à des valeurs chiffrées. Et là, on retrouve bien nos 3 blocs, le groupe propriétaire, le groupe utilisateur et le groupe autre. Enfin, là, il parle de groupe, mais en réalité, on peut mettre qu'un utilisateur. On ne peut pas mettre un groupe. Ici, on retrouve la colonne R, W et X. Ici, donc du coup, vous voyez qu'il y a des valeurs. Ça nous donne des valeurs pour attribuer tel ou tel droit.
C'est bon, c'est visible. Oui, Donc là, si vous observez, on va dire, ce tableau-là, avec ces chiffres-là, est-ce que éventuellement vous pourriez repérer quelque chose ou pas par rapport à la relation entre les chiffres en rouge et les 1 et les 0 à côté? non, je me suis demandé si ça n'allait pas avoir avec les masques, Des les masques, par exemple, Bah, t'es pas loin, vas-y. Et étends un petit peu ton idée. bah, C'est du binaire, effectivement. Ici, le X va avoir valeur 1, le W va avoir valeur binaire 2, et le R va avoir valeur binaire 4. Donc, en fait, c'est les trois premières octets, les trois premières colonnes du tableau de binaire. Donc, c'est pour ça que si on prend lecture, écriture, oui, lecture, écriture, exécution, ça fait 7. Parce que 1 plus 2 plus 4. Donc 4, ça fait 3, plus 4, ça fait 7. Donc en fait, c'est juste du binaire pour déterminer les droits. Donc voilà, parce que du coup, on peut le faire avec les lettres, mais franchement, c'est pas le plus, c'est pas le plus simple. Non, dans le fichier man, on peut le voir. Mais la commande qui va nous permettre de faire ça, c'est chmod. Je sais pas si, du coup, je pense pas que vous en aviez parlé, puisque si vous n'aviez pas vu les utilisateurs. Donc c'est chmod, c'est-à-dire changer en gros, ça change les droits. Donc si je fais man chmod, donc là, pourquoi il veut pas, c'est pas. Là c'est man pour voir le mode d'emploi en fait d'une commande. Donc là c'est man chmod. Donc soit on peut utiliser le mode utilisateur groupe autre avec des plus, des moins, des égales. Mais franchement, c'est pas le plus simple. Là, je regarde s'il a un exemple directement. Non, là il a pas l'exemple celui-là. Et le chmod-l. Parce que sinon, il faut mettre U plus R plus W plus chaque lettre en fait pour les différents trucs. C'est pas le plus simple. Donc le plus simple, ça va être ce que je vais vous montrer. Voilà. Hop, on va faire un clear. Donc là on est à la racine, donc ça c'est un peu risqué. Je vais me mettre dans le répertoire temp. Ah bah il m'a remis dans mon répertoire, d'accord. Je croyais que j'étais encore dans la racine. Non, c'est vrai que je n'étais pas déplacé. Donc d'abord, pour voir quelque chose, il faut que je crée un fichier ou un répertoire. Donc là, je vais créer un répertoire. Bon, make dir test, comme sur le CMD. Et donc là, si je fais un ls-l, on voit que c'est moi le propriétaire, c'est mon groupe qui est le groupe propriétaire. Et donc sur le groupe propriétaire et le propriétaire, j'ai tous les accès en lecture, écriture, exécution. Par contre, les autres,
ne peuvent que lire ou exécuter. Ils ne peuvent pas écrire. Maintenant, admettons que je veux que le groupe ne soit que pareil, ne puisse que lire et exécuter. Il n'a pas droit de pouvoir écrire le groupe. Il n'y a que le propriétaire qui va pouvoir modifier. Donc on va faire. Là, on n'est pas obligé de faire sudo parce que c'est notre utilisateur qui a les droits sur ce fichier-là. Donc on n'est pas obligé de mettre le sudo. Donc chmod set, parce qu'on veut que le premier garde tout. Après, on va vérifier sur le tableau, mais normalement c'est 5. Si je prends 5, c'est l'écriture, parce qu'il a 4 de valeur en octet, plus 1 pour l'exécution. Donc 5. Et on va dire que le dernier, les autres qui sont pas dedans n'ont pas droit de rentrer du tout. Donc on met 0. Ils n'ont aucun droit. Ceux qui ne font pas partie qui sont ni le propriétaire ni le membre du groupe propriétaire n'ont pas droit. Et là, on précise qu'on l'applique à test. Test, il n'y a rien. Bon, là, c'est juste que quand j'ai fait l'autocomplétion, il a rajouté le slash. Il n'est pas nécessaire de le taper. C'est lui qui a décidé de le rajouter. Parce qu'il s'est dit peut-être qu'il y a un autre répertoire derrière sur lequel je veux appliquer. S'il y a un sous-répertoire et que je voulais appliquer au sous-répertoire qui se trouve à l'intérieur du test, j'aurais pu continuer ma commande. Sans le slash, il le prend pas. Parce qu'il va lire dans le répertoire présent et il va pas le trouver. Mais là, de toute façon, on l'applique à test. Donc une fois que vous avez tapé ça, vous faites entrer. Après, en fonction de l'endroit où vous allez être dans l'arborescence, vous devrez des fois utiliser le sudo pour pouvoir changer le propriétaire. Parce que si le propriétaire c'est root, vous serez obligé d'utiliser le sudo parce que forcément c'est l'administrateur, donc il laisse pas changer comme ça. Mais la commande sera la même, c'est juste de mettre le sudo devant. J'aurais très bien pu mettre le sudo aussi pour cette commande-là. Bon, c'est juste que pour le coup, ça n'avait pas d'intérêt puisque c'est mes fichiers, je suis chez moi et tout, donc j'ai pas de problème. Maintenant, je refais le ls-al, le ls-l, ou al, hein, si vous préférez, peu importe. Et on voit qu'ici, du coup, les éléments ont changé. Tous les autres n'ont plus rien, ne peuvent même pas voir le contenu du fichier. Donc ça fait que là, il n'y a vraiment que les personnes du groupe qui peuvent. De toute façon, on va faire le test. Là, du coup, je suis sur Stan. Je vais pouvoir faire un cd test. ls, je rentre dedans, pas de souci. Maintenant, je ressors. Je vais faire su, du coup, admin, par exemple. Parce que lui, admin n'est ni propriétaire de test, ni même dans le groupe test, dans le groupe Stan. C'est pour revenir d'un répertoire en arrière. Par contre, il faut bien le décoller du CD. Sinon, il ne le reconnaît pas. C'est ça. Oui. Parce que tu l'as peut-être pas créé. Nous, on l'a créé tout à l'heure dans les exemples pendant qu'on était en train d'installer aussi. Donc c'est pour ça. Après, tu mets SU, un nom d'utilisateur qui existe. Admin. Ah oui, parce que admin, je l'ai créé avec l'autre commande,
Et l'autre commande, par défaut, ne crée pas de mot de passe. Le user add. Donc du coup, bah, il faut que je fasse un sudo passwd admin pour lui en attribuer un. Donc c'est l'avantage, l'inconvénient, il est plus souple, mais il faut bien prendre les bonnes commandes, quoi, pour le faire. Mais après, c'est parce que quand on l'utilise dans des scripts, après il va chercher des variables qui peuvent varier en fonction d'un utilisateur à l'autre. Mais au moins là, du coup, il pose pas de questions, il prend le script. S'il n'y a pas d'erreur dans le script, on peut faire 500 comptes en 3 minutes, quoi, à peine. Puisque après, si le script il est bon, on peut lui dire d'aller regarder les données dans un tableau avec les bonnes références d'en-tête pour gérer la bonne variable. Et du coup, bah, il va automatiquement traiter chaque ligne par rapport aux éléments qu'on lui a donnés. Donc ça fait qu'on peut aller très vite pour faire des comptes dans ce cas-là. Hein? Oui, parce que comme je l'ai créé avec le user mode et que j'avais pas précisé de créer un mot de passe tout à l'heure dans la commande, par défaut il n'en a pas avec la commande user mode. Non, user add, pardon. Alors que le add user, lui, c'est la première chose qu'il te demande, c'est justement le mot de passe. Donc là, du coup, bah, comme je pouvais pas me connecter, du coup, je vais me reconnecter à ce que j'étais en train de faire, suadmin, voilà. Voilà. Donc là, je suis bien dans le répertoire Stan. Bah, du coup, oui, il a dit qu'il n'a pas les autorisations même pour faire un listing. Parce que si on fait un ls-l, on voit que par défaut, bah, là c'est dans la même élément que j'ai mis juste avant. On voit que les répertoires personnels, il n'y a que l'utilisateur et le groupe utilisateur qui peuvent y accéder. Sachant que par défaut, dans le groupe utilisateur, il n'y a que l'utilisateur propriétaire dedans. Donc maintenant, du coup, je vais requitter admin. Exit. Et là maintenant, le admin, je vais le mettre dans user mode -ag et je vais le mettre dans stan. Comme ça, du coup, maintenant, il va être dans le groupe utilisateur. Il n'est pas propriétaire, mais il va être dans le groupe utilisateur. Donc normalement, on devrait pouvoir au moins rentrer et lister le contenu du répertoire stan. Mais si on veut, on essaiera de créer un fichier ou un répertoire et on va voir que là, on n'aura pas les droits. Donc du coup, bah, je me reconnecte à l'admin maintenant. Donc là, bah, effectivement, là, pour le coup, maintenant, il me remet directement dans Stan. Et là, si on fait ls, on voit le répertoire. Parce que on est bien ici. On est bien à au troisième bloc de la gestion des droits. Alors que tout à l'heure, on était dans la première gestion. Donc du coup, on n'avait pas droit. Par contre, maintenant, si je fais nano admin.txt, là, il me dit bien en gros en rouge tout de suite que le répertoire où je suis, je ne peux pas écrire. Ouais, bon, moi il le dit tout de suite quoi. Bon, après, quand tu enregistres, tu peux changer l'emplacement éventuellement du fichier, mais au moins voilà, on sait tout de suite que on va pas pouvoir écrire sur ce répertoire-là. Donc, ouais, voilà, on est fixé. Donc, on sait bien que du coup, on est bien en lecture seule uniquement.
Donc ça, c'est le premier point, c'est justement de pouvoir changer les autorisations pour dire qui a accès à quoi en fonction du propriétaire, du groupe utilisateur et de tous ceux qui ne sont pas dans le groupe utilisateur. Et donc du coup, c'est plus simple quand même d'utiliser la méthode, on va dire entre guillemets, binaire, d'addition binaire pour gérer les droits. Une fois qu'on a compris le tableau et que si on a un doute que le X c'est valeur 1, le W c'est valeur 2 et le R c'est valeur 3, c'est valeur 4, bah après c'est juste des additions en fonction de ce qu'on a besoin. Si par exemple je mets 777, je donne accès à tout le monde, qu'il soit dans des groupes ou pas. N'importe qui peut accéder à ce répertoire-là et écrire des choses dessus, ce qui peut être utile par exemple pour faire un répertoire commun, par exemple. Il y a juste dans ce répertoire-là qui sera partagé, tout le monde pourra faire ce qu'il veut. Par contre, s'ils essayent d'aller dans le répertoire précédent ou quoi, bah, ils ne pourront pas forcément. Parce que les droits n'ont pas forcément été donnés au répertoire précédent. Donc, est-ce que là, comme ça paraît cohérent ou pas là? Hein? Ouais, bah, de toute façon, demain, je vais faire travailler plus le petit exercice justement pour travailler un peu plus là-dessus. Là, au moins, comme ça, je descends bien les différentes choses. Parce que là, juste les premières commandes et tout, ça va faire court pour faire un exercice, quoi. Faut au moins avoir la gestion des droits et des propriétaires. C'est ce qu'on va faire juste après. Là, je pose les questions. On va peut-être faire la pause maintenant et on va faire la deuxième commande qui va avec après là, pour 5 minutes. Je vais mettre les signatures. Moi, j'ai besoin d'un café. Alors, du coup, après-midi. Maxime, Jasmine, Stéphane, Maël, Michael. Non, pas lui. Ryan, Ibrahim. Normalement, j'ai oublié personne. C'est bon. Oh, je vais mettre ça. Alors, Torcy, 28 octobre. Docto. Ah, et pourquoi je... C'est-tu lui? Il est là. Ah,
Ouais, j'arrive à